Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers Internet. Ma voix risque d'être des fois de temps en temps un peu brouillée, donc vous étonnez pas, je vais boire un petit coup. Mais bon, c'est qu'une parenthèse. On est là pour maximum 1 heure et demie, parce que je sais que derrière il y a une autre conférence, une autre session, donc je ne sais pas le sujet, mais ce n'est pas le but de vous garder autant. Après, si vous voulez continuer, il n'y aura pas de problème, on pourra aller à côté. Donc on va parler aujourd'hui de sécurité au cœur des projets web. Un sujet d'actualité, enfin c'est toujours d'actualité quand on parle de sécurité, encore cette année, encore beaucoup plus. Et ce qui va arriver dans les mois, dans les semaines à venir, ça va être encore pire. Parce que là, vous êtes étudiant. Dans quelques années, enfin dans quelques mois, dans quelques semaines, vous serez professionnel. Et si vous allez dans le web, si vous allez dans les projets autour du web, eh bien, vous allez être confronté de plus en plus à la sécurité. Et la sécurité, ça va faire mal. Mais vraiment très très mal et bien profond. Donc, tout d'abord, je vais me présenter parce que pour vous sachiez un peu qui je suis. Donc, je m'appelle Christophe Villeneuve. Je suis consultant auprès de OSI, donc expert autour des technologies open source, Drupal, etc. On en reparlera juste après. Je vais vous parler de quelques secondes d'OSI. OSI, c'est une entreprise qu'on est présent sur les 4 continents, 15 pays, donc ça fait du monde. On a énormément de secteurs d'activité. Donc les secteurs d'activité, comme vous pouvez en voir, c'est quelques-uns qui ont été listés, aussi bien du secteur bancaire, industriel, énergétique ou de la défense, et bien entendu du digital et du web. Nous avons plusieurs certifications à notre actif qui sont reconnues donc, autour de la qualité, parce que nous présentons la qualité. Nous sommes même agréés auprès du gouvernement et nous sommes aussi ISO 27001. ISO 27001 correspond à la sécurité. La sécurité, ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et nous sommes aussi une filiale opérationnelle du groupe Randstad. Donc tout ceci, c'est l'activité, on va dire, c'est une petite goutte de l'ensemble des activités. Bien entendu, on est une société qui est émergente, et qui dit émergente, dit qu'on recrute. Donc si vous avez envie, donc là j'ai quelques offres en papier, mais actuellement ce qu'on m'a passé, c'est des postes en CDI qui sont disponibles dès maintenant, offres de stage, et puis bien entendu, là c'est juste pour Sèvres, c'est-à-dire Île-de-France. Mais il y en a tout plein d'autres dans toute la France avec le lien. Sinon, je vous ai mis un QR code si vous avez envie de le flasher directement pour éviter de taper. Donc là, c'est le groupe OSI. Pour revenir de ma part, au niveau technologie, pourquoi je suis auprès du groupe OSI, eh bien, je suis assez impliqué autour des technologies web. Bien entendu, de la sécurité, de PHP, qui permet de faire des langages Internet, enfin des sites Internet, pardon. C'est-à-dire qu'environ 83% de parts de marché sont faits en PHP. MariaDB, qui est la base de données, donc le fork de MySQL, qui est aussi important, puisque derrière c'est une fondation. Le tout, il faut bien sûr manipuler tout cela à travers du contenu. J'ai choisi Drupal, puisque c'est un CMS qui me répond à mon attente et au niveau professionnel. Et le tout pour afficher, eh bien, je suis aussi impliqué chez Firefox, donc Mozilla, avec les web extensions. À la fin de la session, il y aura différentes choses intéressantes. Je suis bien entendu impliqué auprès de ces communautés, puisque lorsqu'on fait des événements, PHP, MariaDB, Drupal, on est déjà venu ici plusieurs fois. Ou même, non, pas Mozilla, puisque Mozilla, on a aussi des locaux. Donc, étant donné que ce sont différents secteurs d'activité, j'ai aussi à mon actif quelques livres. Ce sont les 2 derniers qui sont disponibles. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Et bien entendu aussi, je suis chroniqueur radio 93.1. Donc maintenant, c'est Cause Commune de Libratoire qui permet de pouvoir émettre autour du libre. Et on a une émission le samedi après-midi de 14h à 16h, cyberculture. Donc si vous avez envie d'apprendre beaucoup plus de choses autour de la culture numérique, eh bien, c'est une occasion de pouvoir vous brancher. Et quelques événements.
Toutefois, ce qui va vous attendre aujourd'hui, eh bien, avant de le dévoiler, le programme, je vais juste vous poser une petite question. Enfin, plusieurs petites questions. Et là, vous avez juste à lever la main, je vous rassure. Qui a envie de s'orienter, après les années passées ici, vers du code, du développement? Qui a plus d'envie de s'orienter tout ce qui est administration, serveur, cloud? D'accord. Et au niveau, dernière question, qui a envie de s'orienter sur du mobile, sur l'objet connecté? Donc, l'ensemble de la salle a répondu à différentes questions. Ce que je vais vous dire, c'est que, quel que soit votre métier futur, vos envies, vous serez confronté à la sécurité. Et la sécurité, je vais vous montrer que, quel que soit votre métier, vous allez être confronté à la sécurité et vous ne pourrez pas y échapper. En se disant, ouais, c'est bon, je suis tranquille, c'est pour les autres, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va déjà commencer par un petit peu de rappel, de générique, parce que c'est important, de pourquoi on parle de projet web, d'applications web. Et puis aussi, on va s'appuyer sur le rapport, un rapport de WAPS, donc on aura le temps d'en reparler. Un peu d'outillage pour qu'on puisse quand même manipuler et puis pouvoir faciliter les tests de sécurité. Et puis après, bien entendu, quelques questions et réponses, si vous en avez envie, bien sûr. Donc, au niveau sécurité, pourquoi on va se poser la question de pourquoi la sécurité web est importante? La sécurité, c'est une branche de l'informatique. L'informatique existe depuis de nombreuses années, voire des décennies, où que la sécurité a toujours été une place importante. Avec l'arrivée des virus, avec l'arrivée de l'évolution du réseau, de l'Internet, du Minitel, des nouvelles technologies d'aujourd'hui, en 3G, 4G, enfin tout ce que l'on veut. Et puis surtout que de plus en plus, eh bien, on est de plus en plus connecté. Et la connexion va demander des applications métiers. C'est-à-dire qu'il va falloir des serveurs, il va falloir du langage, il va falloir de la bande passante, du traitement de données, de la data, beaucoup de choses pour garder les gens connectés. Bien entendu, derrière, il y a du parti business. Mais les applications web, c'est surtout ça qui nous intéresse, va répondre au Web 2 d'aujourd'hui. Et le Web 2 d'aujourd'hui, c'est un web dynamique. Après, bien entendu, il y a d'autres possibilités. Mais pour l'instant, on va juste s'attarder déjà là-dessus, ce qui est déjà beaucoup. Toutefois, il y a quelques événements catastrophiques. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais tenez qu'on est de plus en plus connectés, donc on est de plus en plus vulnérable. Et qui dit vulnérabilité dit perte de données. J'aurais pu mettre comme quoi l'univers, le web, c'est merveilleux. On est dans un univers de bisounours, de licornes, que tout est, qu'il n'y a pas de risque. En vérité, ce n'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en 2005, ça a été le premier cas reconnu. Mais dernièrement, Erlang, avec 130 millions de numéros de carte bleue bancaires qui se trimballent sur le net. C'est-à-dire que vos données, vos codes bancaires, vos informations personnelles peuvent disparaître ou pas disparaître. Certains vont s'en profiter pour faire de l'argent ou pour pouvoir le diffuser à d'autres effets. Bien sûr, ce sont quelques effets. Toutefois, 2018, on va augmenter les chiffres. Je vous rassure, les chiffres vont être beaucoup plus importants. Parce qu'il y a une date importante qui va arriver, et la date concerne le 25 mai prochain. C'est-à-dire qu'il y a le RGPD qui sera mis en place. Et là, le RGPD, ça vous concerne vous, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore actif. Mais ça veut dire que quand vous allez construire votre projet web, votre application, vous allez être confronté à ça. C'est-à-dire que, en résumé, un site web qui se fait pirater, ou qu'on se rend compte qu'il y a des données qui partent à l'extérieur, on a l'obligation de prévenir la CNIL. Parce que ce texte de loi
a été réalisé et proposé par l'Union européenne pour harmoniser l'ensemble des lois autour de la sécurité. Certains pays sont déjà en avance sur nous. Nous, en France, c'est vraiment marginal pour l'instant, mais on le voit de plus en plus. Si vous suivez certains sites d'actualité, eh bien, vous allez être confronté à tout cela. Les conséquences, eh bien, ça va être des coûts importants, parce qu'il va falloir envoyer un courrier en recommandé à la CNIL, à tous vos clients, à tous ceux qui se sont fait voler leur compte. C'est-à-dire que si vous avez 10 millions de clients, eh bien, je vous laisse faire le calcul. Tout ceci pour dire que le développement, eh bien, sans le développement, eh bien, on ne pourrait rien faire. Donc le développement, il est quand même important. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de prendre en compte, quel que soit le secteur ou l'orientation que vous voulez aller. Donc, lorsqu'on parle de projet web, aujourd'hui, il est sécurisé. Demain, il ne le sera plus. Pourquoi ? Parce que les pirates, les personnes mal intentionnées, ont toujours l'intention, ont toujours des idées de pouvoir trouver une nouvelle faille, une nouvelle technique. Donc, il faut suivre l'actualité. Et lorsque vous mettez en pratique tout ce qui est aussi agile, des tests, d'intégration continue, du web service, tout ceci des méthodes de travail que vous allez accélérer pour industrialiser votre réalisation de projet, eh bien, vous allez être confronté à toutes sortes d'attaques. C'est-à-dire que si vous ne faites pas grand-chose, eh bien, les attaques des DOS, les attaques d'injection, les attaques XSS, les botnets, tout ceci, vous allez être confronté. Parce que, et pourtant, vous avez fait un projet super merveilleux. Mais lorsqu'il sera mis en production, dans les 15 jours, vous faites pirater. Si le projet marche bien, si vous n'avez pas mis en place de la sécurité. C'est pourquoi il est important de parler un petit peu d'OWASP, qui va nous servir de support. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qui est OWASP ? D'accord. Alors, OWASP, lorsqu'on parle de sécurité, c'est une fondation qui a but non lucratif, qui est là pour signaler, alerter, et puis aussi pour pouvoir évangéliser les failles de sécurité. Leurs actions principales, c'est produire des outils, des API, de la documentation, des livres blancs, donc il y en a un qu'on va s'appuyer dessus, des blogs, il y a des podcasts, il y a des meet-up, il y a énormément d'événements autour de la sécurité grâce à eux. Et grâce à eux, ils existent depuis 2001. Et depuis 2001, moi je les connais depuis 2004 avec leur premier rapport, mais depuis 2001, ils évangélisent pour sensibiliser les gens que la sécurité est importante. Bien entendu, il y a des guides supplémentaires qui sont fournis, des guides liés au développement, liés aux tests, liés aux développeurs, à la revue de code. Donc tout ceci, ce sont des ouvrages avec des outils pour vous faciliter, on va dire, votre projet, votre réalisation. Toutefois, même que ces ouvrages sont très bons, sont très bien, eh bien on peut passer du côté obscur. Le côté obscur de la ligne. C'est-à-dire que ces outils sont là pour apprendre avec, bien entendu, des pincettes. Les pincettes, parce que ce sont des outils qui sont très dangereux. Ces outils doivent être quand même cadrés et vous pouvez le faire que sur vos projets à vous, vous-même. Et encore, logiquement, vous ne devriez pas les garder, ces outils-là. Parce que ces outils vont être là pour aider à scanner votre projet, à déceler les failles. Mais si vous le faites sur le site d'à côté et que vous l'endommagez, c'est vous le responsable. C'est pas moi, c'est pas l'école 42, c'est pas OSI, c'est vous. C'est vous qui serez responsable. Donc après, ne dites pas que « Ah, mais je l'ai vu en conférence et je l'ai mis en pratique ». Souvent, on voit le cas. Mais c'est à vous risques et périls. Donc, pour faire simple, on va parler du web. Le web avec des internautes, vous comme moi, qui allons sur Internet pour aller chercher de l'information. Et puis, dans le tas, il y a un ou plusieurs personnes avec de mauvaises intentions. Ces intentions eh bien, vont être, si vous faites bien votre travail, bloquées par ce rapport. Lorsqu'on parle d'application, bon là j'ai pris PHP parce que c'est mon cœur de métier, mais on ne peut pas sortir sur d'autres langages, je vous rassure. Eh bien, pour faire tourner du PHP, on va avoir besoin d'un serveur.
on va avoir besoin d'une base de données. Et puis bien sûr, on va avoir besoin du langage proprement dit. Ces 3 technologies, comme vous avez pu le voir, il y a 3 lettres. AMP. Et lorsqu'on parle de AMP, en développement, eh bien là, ça devient beaucoup plus clair que lire un livre plus ou moins compréhensible à notre FJ. Parce que lorsqu'on parle de AMP, eh bien, on va parler d'architecture, on va parler de base de données, de langage. Et lorsque on se positionne sur ces 3 matières, comme j'ai pu vous poser tout à l'heure, eh bien, le livre sera digeste. Et vous allez pouvoir le lire sans problème et facilement. Pardon. On va parler un petit peu d'architecture. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre projet web, vous avez votre serveur. Le navigateur envoie une requête vers le serveur et le serveur retourne une réponse. Bien entendu, on va rajouter un petit pare-feu, parce que c'est quand même important, une petite protection supplémentaire. Mais ce n'est pas ça qui va être indépendant. Le serveur web, on va avoir besoin d'une base de données. Une ou plusieurs bases de données dans un cluster ou dans du cloud ou avec de la réplication, enfin différentes choses. On peut aussi avoir besoin de web services, c'est-à-dire l'appel de différents services, différents projets, différents liens, géolocalisation, etc., qui sont nécessaires. Et puis aussi, on peut avoir du SSO, on peut avoir de l'authentification, de l'accès contrôle, on peut faire de la connexion avec d'autres logiciels, d'autres applications open source. Tout ceci pour émettre dans le navigateur pour répondre à un besoin ou une nouvelle envie. Mais vous avez peut-être vu, en haut, il y a une personne un peu cachée. Eh bien lui, il observe. Il observe votre architecture. Et là, il vient de trouver l'idée. Il vient de trouver où sont les points faibles. C'est-à-dire, les points faibles sont là. C'est-à-dire que, vous voyez, quel que soit le positionnement de votre idée, de votre réalisation, eh bien, vous allez être confronté à ce type de failles. Des failles qui, si vous ne faites pas attention, votre application va être assez désastreuse. Ce sont quelques points. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais bon, déjà, ça fait déjà pas mal. Donc, pour en revenir à OWASP, ce qu'ils ont fait, c'est tous les 3 ans, ils sortent un nouveau rapport. Ce rapport, ce sont des failles de sécurité. Ce sont le top 10. Comme un hit parade. Mais là, faille de sécurité qui montre, on va dire, la tristesse du web et de ce que l'on peut trouver aujourd'hui. En 2017, c'était en novembre dernier, donc c'est-à-dire il y a quelques mois, eh bien, est sortie la nouvelle version. Vous pouvez voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a toujours les 10 lignes. Les particularités, ce sont qu'elles ont un peu permuté, comme un classement. On a toujours les failles d'injection, on a toujours des violations, on a toujours des XSS. Ah, XSS, eh ben, on le trouve ici en position. Ça veut dire que c'est moins vendeur, on va dire les failles XSS. Par contre, la faille la plus importante, ce sont les données sensibles accessibles. C'est-à-dire que les chiffres de tout à l'heure que j'ai pu vous montrer de vol, de récupération de données, eh bien ça va encore monter. Et encore plus dans les mois à venir. Comme vous pouvez le voir, eh bien c'est un classement qui bouge beaucoup. Concernant l'architecture, parce que là, quand on a vu la liste, on fait oui, d'accord, mais c'est bien, mais quand on parle d'injection, ouais, mais ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Eh bien non, pourtant, je vais vous montrer que chaque point qui ont été listés, eh bien vous allez pouvoir dire ah, il faudra peut-être que je lise le livre. Quand on parle d'architecture, de serveur, eh bien, les 10 points, vous voyez, il n'y a pas tous les points qui ont été listés. Ça, ce sont les points qui concernent vraiment le serveur. Et quand j'ai parlé d'injection, au début, on pense de suite injection SQL. Mais non, manque de peau. Il y a l'injection en ligne de commande. Ça, c'est fun. Puis les autres aussi, hein, parce que j'ai tout testé. Hein. En local, bien entendu. Parce qu'il faut quand même... Pour faire de la sécurité, il faut pouvoir tester les ouvrages ou pouvoir en parler. Donc, en ligne de commande, lorsqu'on parle d'injection,
Et bien souvent, c'est que les serveurs ne sont pas mis à jour. Les serveurs eh bien, peuvent devenir des zombies. Les distributions, ils sortent toutes les 6 semaines, 6 mois, pardon. Une distribution Linux, bien entendu. Les cycles de réalisation, les cycles de développement aussi. Donc, il faut penser à maintenir, à suivre l'actualité des outils que vous utilisez. Là, c'est au niveau architecture. Bien entendu, là, c'est pour PHP, mais ces fonctions d'exec existent aussi en Python, en Ruby ou d'autres langages, ou tout ce qui est autour du curl. Curl est dans l'OS, mais il est très facile, si vous ne le maintenez pas à jour, eh bien, de pouvoir faire des choses assez rigolotes. Surtout qu'il y a d'autres informations qui permettent de le faire. Un exemple, vous faites dans une page PHP, vous le mettez dans un serveur, vous faites un IAM, et il vous dit le nom de la machine, il vous donne tout plein d'informations. Juste avec 3 lignes. Enfin, j'aurais pu faire ça en une seule ligne. Mais bon, c'est un peu aberrant, mais on peut le faire. Parce que c'est mal administré. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des fichiers malicieux. Ces fichiers-là, eh bien, par exemple, là, une URL, et puis on va lui envoyer un nom de fichier. Ce nom de fichier, eh bien, il peut être interprété de différentes manières. Par exemple, si on envoie une image GIF, un PNG ou un JPEG. Bon, alors je vous rassure, si vous mettez du code dans le PNG, ça t'est patché. Le code vérolé dans un JPEG aussi. Donc, mais par contre, si vous envoyez une image GIF sur votre serveur, votre projet, que les protections ne seront pas en place, eh bien vous allez voir que le logo, il a changé sur votre site, hein, bien entendu. Si vous le faites ailleurs, vous êtes responsable. Donc attention. Mais les administrateurs qui font bien leur travail ont déjà mis toutes les protections en place. Par exemple, là, une petite exécution de code avec un de mes partenaires. Donc on a des informations, juste avec mes 3 lignes de code. Eh bien, je sais que c'est un serveur Debian, je sais quelles sont les extensions qui sont présentes, je connais exactement l'environnement, je connais l'environnement en route, je connais toutes les informations possibles, inimaginables. Juste parce que la sécurité ou l'administrateur n'a pas mis à jour son système. Quelques protections de base qui sont quand même importantes. Le HTTPS, il faut penser à ne pas autoriser du chmod, lecture-écriture de tous les fichiers. Pensez à descendre le maximum. Certains fichiers doivent avoir certains types de droits, juste en lecture. Mais ce n'est pas la peine de leur donner lecture-écriture, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Là aussi, ce qu'on a vu beaucoup et qu'on voit toujours, ce qui est dommage, c'est la configuration du serveur. Vous avez votre URL, vous tapez le nom d'un dossier, image, download, image avec un S, sans S, tout plein d'autres choses. Et là, vous tombez sur la structure du dossier. La structure du dossier, eh bien, ce qui veut dire que si on peut accéder à un dossier, on peut accéder à tout le dépôt, et donc à tout le serveur, et donc accéder à votre base de données pour récupérer les codes utilisateurs. On peut arriver jusque-là, puisqu'il suffit juste de connaître un peu le code, d'aller dans le fichier de setting, de config, ou d'un autre nom de paramètres suivant le site internet, eh bien on retrouve les informations qui après on lit et on se connecte en ligne de commande et on fait l'opération. Pour cela, pour verrouiller, eh bien c'est très facile. Juste avec 3 lignes de code, il suffit juste de lui dire ah ben si tu accèdes à ce dossier-là, eh bien tu remontes d'un niveau et ça reviendra au site internet, ni vu ni connu, et ça permet d'administrer correctement un serveur. Ah, ça c'est la petite nouvelle. Le XXE. Donc le XXE, c'est une faille qui est assez récente. Cette faille apporte on va dire, un carnage, enfin peut-être pas un carnage, parce que c'est peut-être un peu trop fort, mais les effets ne sont pas encore perceptibles, mais elles sont très dommageables. C'est-à-dire on va directement attaquer les flux XML, les objets connectés, les configurations, l'industrialisation. Tout cela ont des fichiers d'XML, de paramétrage, pour exécuter une tâche, une opération. Qui dit XML dit, si on met une clé USB
pour mettre à jour l'opération, la machine, eh bien, on peut injecter ce code-là. Ce code-là, eh bien, va neutraliser l'opération de ce qui est prévu dans la machine. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on fait du système embarqué, eh bien, de pouvoir verrouiller et de sécuriser les attaques liées au XML. Bien entendu, lorsque l'on touche XML, ça va concerner aussi certains types de fichiers. Par exemple, en SOAP ou en SOAP le plus important. Mais bon, tout cela, c'est une faille qui est de plus en plus répandue, qu'on n'arrive pas encore à mesurer concrètement, mais parce que c'est souvent une attaque manuelle. Pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer comment l'attaquer à distance. Mais je pense que dans quelques temps, ça sera possible. J'espère me tromper, hein, bien entendu. Par exemple, ça se présente sous cette forme-là. Ou cela. C'est-à-dire que là, ici, dans le XML, comme vous savez, il y a des entités. Et donc, il faut juste... là, j'envoie une entité en lui disant ben, recherche-moi la première entité et puis tu me la remplaces directement. Et là, ça appelle un serveur extérieur et ça télécharge ce que j'ai envie de télécharger. Donc, comme vous pouvez voir, eh bien, c'est quand même important. La désérialisation, c'est aussi un autre biais d'attaque qui, bien entendu, là, va passer par des fichiers binaires, va passer par une action humaine, souvent, mais les effets sont aussi désastreux. C'est pour ça que lorsqu'on commence à se connecter avec des machines, des ordinateurs, le chiffrement de vos ordinateurs, c'est pas pour dire je vais chiffrer mes données, c'est aussi pour chiffrer le contenu de vos pages web, de votre projet ou de votre application. Parce que si vous ne le chiffrez pas, le fichier XML, le fichier qui va arriver binaire, étant donné qu'il ne sera pas reconnu, il ne sera pas lu. S'il est authentifié et reconnu, eh bien, il va pouvoir passer les passerelles et vous serez vulnérable. Concernant les logs, c'est un petit dernier aussi qui est arrivé. Les logs sont souvent une mine d'informations. Les informations des logs, on va en mettre pour le développement. Mais on ne va pas en mettre pour lire ou interpréter le code qu'il y a en prod. Parce que ce n'est pas utile. Tous les tests en amont ont été effectués. Par contre, les logs d'access, les logs de fort trafic ou de comportement, on va dire, non alloués ou non normaux, classiques, eh bien, ils vont pouvoir être analysés. Ces logs-là, eh bien, souvent, sont causés parce qu'on se rend compte qu'un site est piraté. Ça arrive, parce que pour X raisons. Et on va demander les logs. Manque de peau, les logs soit n'existent pas, soit il n'y a pas de supervision, soit il n'y a pas d'outil qui analyse les logs en temps réel, ou personne n'est chargé pour pouvoir étudier ces logs. Ces logs sont des sources d'informations. Dedans, on peut trouver les IP, on peut trouver les heures de connexion, on peut se poser la question de « Ah, tiens, c'est bizarre, j'ai un certain nombre de connexions simultanées venant d'Asie, alors que mon application est française et qu'elle doit rester française. Il y a peut-être quelque chose d'anormal. » Il existe énormément de possibilités de pouvoir détecter s'il n'y a pas de logs qui sont identifiés. En dehors, bien entendu, des stats. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des logs. Ces logs vont être là pour récupérer, récolter et être rejoués à volonté pour être sûr que les tentatives de pénétration, eh bien, que vous puissiez les anticiper et être sûr que votre application fonctionne toujours. Donc tout ceci, c'est l'architecte qui s'en occupe. Et c'est une de ses préoccupations de pouvoir garantir une application qui fonctionne grâce à son architecture. Maintenant, la base de données. La base de données est aussi le vecteur important dans un projet web, dans une application. On va retrouver encore du A1, c'est-à-dire l'injection. Mais là, par contre, l'injection SQL. Donc oui. Puis après, on a des contrôles d'accès, des mauvaises sécurisations, des choses classiques. Enfin,
Ce n'est pas classique, je vous rassure. Mais ce sont des soucis. Donc, en niveau injection SQL, je vais vous en montrer un petit peu de comment injecter en niveau SQL. Tout cela se passe à travers un formulaire, par du get, du post, des cookies, différentes informations qui sont envoyées directement à la base de données. La conséquence, c'est que on va pouvoir récupérer à travers du code, ou lorsqu'on connaît le SQL, eh bien de pouvoir récupérer la base de données, les comptes utilisateurs. Qui dit compte utilisateur dit, bien entendu, carte bleue, numéro de sécurité sociale, votre adresse, ces différentes informations intéressantes pour une personne qui a des mauvaises intentions, bien entendu. Je vais vous montrer quelques cas, exemples, qu'à chaque fois, il me dit « Banco, j'ai gagné ». Je vais me connecter à une base de données, enfin un projet, un site, une application, pardon. Donc, avec deux variables, le login, mes identifiants, et mon mot de passe, pour pouvoir passer ensuite, après, accéder à mon compte. Je vais saisir mon login, je vais saisir mon mot de passe. Jusque-là, rien d'anormal. Il me marque « Ok, c'est bon, je peux accéder à mon compte ». Donc, tout va bien. Maintenant, l'autre étape, c'est que je ne connais pas mon mot de passe, je ne connais pas mon identifiant. En gros, je ne connais rien. Par contre, j'ai envie d'accéder à l'interface, au profil. Eh bien, je vais pouvoir lui dire OR 1 égale 1. Puis la même chose en mot de passe. Ce qui veut dire que quoi que je tape avant, eh bien, il va me dire, ou sinon, que la valeur que j'envoie sera toujours bonne. Il va me dire OK, merci. Et là, je me retrouve admin, l'identifiant super admin, le code ID 0 ou ID 1 suivant le CMS, le framework. Et directement, eh bien, il va me dire bienvenue. Et là, je me retrouve avec tous les accès. Autre particularité, eh bien, je fais la même opération, mais sans le mot de passe. Par contre, j'ai envie de m'amuser pour signaler comme quoi j'ai fait l'opération. Eh bien, je vais effacer la table d'utilisateur. Eh bien, il me dit merci. Comme quoi, ça a marché. Je peux effacer ma table utilisateur. Bien sûr, si la base de données est en mode, n'est pas en mode lecture. Si elle est en mode lecture, je ne pourrais pas faire cette opération. Mais voilà les conséquences. C'est-à-dire que quand on supprime la base de données, utilisateur, ça veut dire que votre site internet n'est plus accessible. Et si vous n'avez pas de backup, eh ben là, je ne vous raconte pas le dégât, parce que vos clients qui ont confiance en vous, après ça, ils ont changé d'avis. Donc pour se prémunir de tout ce qui est injection, de ce que j'ai pu vous montrer, eh bien il faut encapsuler. Encapsuler tout ce qui est en train d'arriver, venant les arguments. Un et un, avec des anti-slash, enfin tout ceci pour neutraliser. En PHP, bon, il existe la même chose, mais qui permettent d'encapsuler et qui protègent aussi tous les caractères. Donc tout ceci, c'est du code, du développement, mais c'est du code important parce que ça va soulager la base de données. Concernant aussi l'autre point, qui est là, c'est un autre point puisque c'est marqué en bas, c'est-à-dire c'est du A5, donc un contrôle d'accès cassé. Eh bien, le principe, c'est qu'on va exécuter du code, mais en mode d'exécution. Ça veut dire pas d'étape préparatoire, pas d'étape intermédiaire. On envoie directement la requête à la base de données pour qu'il nous retourne des informations. C'est rapide, des fois trop rapide, parce que vous n'avez pas du tout le contrôle et vous ne savez pas du tout si les données qui sont envoyées de votre page web vers le serveur eh bien, sont sécurisées ou sont encapsulées. Eh bien, grâce à cela, lorsqu'on fait une exécution, s'il n'y a pas de préparation, de validation ou de cloisonnement, vous allez pouvoir directement récupérer une identité de quelqu'un sans que l'autre personne s'en rende compte. Par exemple, eh bien, ça c'est un cas exemple. Hein. Si on voit un ID en clair, 1, 2, 3, 4, etc., eh bien, il suffit juste de changer un des chiffres et puis on accède à l'utilisateur s'il n'y a pas de contrôle.
Les mauvaises utilisations, souvent c'est ça, c'est quelle que soit ma valeur ID, je l'envoie, et puis il exécute mon code et il me retourne comme quoi je suis identifié. La solution, c'est comme je peux vous le dire, là, bon, ça c'est en PHP, mais vous avez la même chose dans les autres langages, c'est que vous allez pouvoir cloisonner, définir exactement quelle est la valeur, la contrainte de votre champ qui doit être envoyé. Ce qui va permettre de pouvoir exécuter, juste avec ces deux lignes-là en plus, de pouvoir les neutraliser. Du côté de la programmation, parce que là c'est bien quand on parle d'architecture, de base de données, mais il faut penser aussi à la programmation. La programmation, c'est ce qui va exécuter vos pages, vos codes, vos différentes informations pour afficher du contenu. Comme vous pouvez le voir, la liste est beaucoup plus longue. On ne va pas voir l'ensemble de tous les points parce qu'on en a vu déjà certains précédemment, donc ça revient au même. Mais tout cela, eh bien, ça va vous montrer que lorsqu'on fait du code, vous allez être confronté à ces différents points. Par exemple, là, on parle encore d'injection. L'injection est partout, et même encore plus loin. Donc, lorsqu'on parle d'accès, eh bien, l'accès, on va parler déjà d'accès de pages web, avec des formulaires, des API. C'est lié à l'injection, donc côté front. Donc tout ceci, si vous ne mettez pas les barrières, les protections dans vos pages web, eh bien, vous allez être confronté à des failles de sécurité. Tout ce qui est lié aussi aux données entrantes, c'est-à-dire à la récupération de sessions, de cookies, de différentes informations, lorsque le chiffrement est faible ou voire inexistant, la communication entre vos pages web côté front vers le serveur back ou vers la base de données ou le serveur, et bien tout ceci, s'il n'y a rien de chiffré, s'il n'y a rien de protégé, et bien vous allez être confronté à tout cela. Tout cela, c'est le vol de session. Avec une session volée, c'est très facile d'en récupérer sur le net, je vous rassure. Eh bien, vous pouvez prendre cette session, l'utiliser et vous faire passer par quelqu'un d'autre. C'est horrible. Parce que derrière, c'est pour faire d'autres choses. Et ce n'est pas celui qui aura pris votre session ID qui va être attrapé. C'est plutôt vous. Donc, pour contrôler tout cela, il est important de prévoir une clé de hachage. Il est important de prévoir des configurations ou des structures avec l'IP, une durée de validité, le navigateur, différentes choses. Alors bien entendu, ce qui ne marche pas, c'est qu'à chaque page que vous chargez, vous changez d'IP. Donc là, vous allez rencontrer rapidement un problème en tant qu'utilisateur parce que vous allez dire « Ah tiens, c'est un nouveau utilisateur, donc je ne lui autorise pas d'accéder à telle page. » Donc il faut penser à hacher. Le hachage est quand même important. Le hachage, eh bien, vous allez pouvoir protéger, vous allez pouvoir verrouiller, et comme ceci, vous êtes sûr que l'internaute qui va venir utiliser votre application sera le bon, et ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Et puis surtout, on évite les champs cachés. Si vous en mettez, il faut mettre des champs aléatoires, ou même des leurres, des champs bidons. Parce que quelqu'un qui va dire « Ah tiens, c'est bon, ah, c'est facile, je fais un contrôle U, je regarde le code source de la page, et puis je vois un champ hidden, c'est bon, j'ai mon token, j'ai mon cookie, et je vais pouvoir le manipuler. Manque de pause, c'est un leurre. » Donc, c'est toujours bon à prendre. Comme ça, on peut attraper la personne. Et puis le bloquer ou bloquer son IP, etc. Pour cela, eh bien, il y a différentes manières. Là aussi, pareil, il faut penser à encapsuler. Encapsuler, donc là, avec HTML Entities en PHP. Mais il faut détecter aussi, ce qui est rigolo, c'est que le size off, qui est souvent oublié. C'est-à-dire que si vous mettez un espace, puis après votre valeur, eh bien, pendant un temps, je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, mais souvent, la valeur était récupérée. Comme quoi, c'était un bon argument. Parce que suivant les OS, suivant l'hébergement, la configuration, eh bien, des fois, le premier caractère, il est obsolète. Enfin, il passe à la trappe. Et donc, si vous faites un trim, ça veut dire que ça va enlever les espaces avant et après.
qui peuvent des fois être interprétés comme un caractère normal, alors que ce n'est pas le cas. Juste avec ce caractère d'un espace, le ASCII 32, eh bien c'est assez fun parce que grâce à ça, on peut faire des choses assez rigolotes. Oui, parce que les pirates ne s'amusent pas toujours à taper des choses en clair. Ils aiment bien taper aussi soit en ASCII, soit en hexadécimal, ou en binaire, mais pas en octet, parce que l'octet c'est beaucoup trop long. Mais tout ceci, ce sont d'autres techniques. Bien entendu, l'autre faille, les XSS. Les XSS sont souvent, ont été beaucoup à la mode il y a quelques années, maintenant beaucoup moins. C'est pour ça qu'on se retrouve avec en 7e position, parce que les développeurs, les sites web, les frameworks, les CMS ont déjà préparé et déjà prévu tous ces cas-là. Donc le XSS, il est cloisonné et on va dire, il devrait disparaître dans quelques années. Enfin, il faut espérer, mais si vous utilisez les outils du marché, open source, le XSS est déjà compris nativement. Bien sûr, il faut respecter la sécurité proposée par ce framework, ou le CMS que vous utilisez, ou le langage. Donc, pour être tranquille, eh bien là, je vous ai mis une petite attaque XSS avec un petit script dans une page classique. Il me ressort un pop-up. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu taper l'injection XSS et puis il me dit « Ok, c'est bon, j'ai hacké la page ». En protégeant la page, eh bien, comme vous pouvez le voir, le pop-up n'a pas pu être exécuté. C'est-à-dire que j'ai contré l'attaque. Juste parce que j'ai utilisé les bonnes pratiques. Et l'utilisation des bonnes pratiques est quand même importante. En contre-mesure, eh bien, vous avez tout plein une panoplie, quel que soit votre langage aussi, de pouvoir neutraliser, supprimer les caractères nuls, que ce soit du format HTML, que ça soit neutralisé, que ce ne soit pas du code exécutable venant en JavaScript, etc., etc. Et il y a aussi une autre attaque que souvent on passe en oubli, c'est que PHP-Safe, donc j'ai pas les équivalents en tête sur les autres langages, mais lorsqu'on se charge une page et qu'on ne connaît pas toujours l'URL, eh bien on peut lui dire recharge la même page, la même URL, en envoyant directement les arguments que j'ai saisis. Par ce biais-là, eh bien il va automatiquement exécuter le code. Pour contrer cette attaque-là, parce que derrière, si on met de l'injection XSS, si on met tout plein de choses, il va être interprété et votre serveur va être contaminé. C'est pour ça qu'il est important de penser à utiliser HTML Entities, donc encapsuler les données qui vont être rechargées dans le formulaire. Comme ceci, à la volée, eh bien, on recharge les données, mais elles seront protégées, ce qui permettra de pouvoir définir dans un formulaire par exemple, un nom. Et si vous mettez un script ou un truc malveillant, eh bien, il va être coupé en disant « Ah, il y a une anomalie, mon script ne correspond pas, mon champ texte que j'ai saisi ne correspond pas aux mots que je suis censé avoir à attendre. » En niveau contrôle d'accès, donc là aussi, ça aussi c'est fun, c'est suivant comment vous attaquez, ça correspond aux droits. Les droits, c'est vous êtes contributeur dans un CMS, vous avez un certain nombre de droits, jusqu'à peut-être publication. Puis après, il peut y avoir des rôles ou des paramètres en disant « Ah, une autre personne va pouvoir relire ce que j'ai écrit. » Et puis une autre personne va valider le contenu. Tout ceci, ce sont des rôles différents. Bien entendu, chaque personne qui va valider aura un peu plus de droits, jusqu'à être super admin, qui aura la totalité des droits, avec la possibilité d'écrire, valider ou lire un contenu. Et bien tout ceci, lorsqu'on modifie des droits, lorsqu'on modifie des accès, eh bien, on va pouvoir y accéder avec différentes choses. Ces choses, eh bien, c'est quand il y a une page comme ceci, une page de destination, et on a la même chose en admin, c'est-à-dire qu'il faut être identifié. Mais si on trouve le moyen de pouvoir être admin, eh ben c'est bon, banco. Là, on se retrouve avec l'accès à tout le contenu, à tout votre projet web, à toutes vos données, à toutes les données des utilisateurs, alors que ce n'était pas le but.
Donc, il faut penser à vérifier vos URL. Là, c'est même pas une faille, c'est 2 failles, puisque j'ai décelé A1 et A3, c'est-à-dire une faille d'injection, une faille de vol de données. Donc, le principe, c'est de pouvoir exploiter les données sensibles. Les données sensibles, c'est vos données bancaires, par exemple, vos assureurs. Il n'y a pas que ça, il y en a tout plein d'autres. Mais tout cela est provoqué parce que le chiffrement est faible. Si vous ne protégez pas vos données, si vous ne protégez pas vos contenus, et bien surtout vos mots de passe. Comme là, ici, comme vous pouvez le voir, carte bleue, mot de passe, ce sont des choses qui sont quand même sensibles, parce que ce sont vos données personnelles. Et après, on peut être surpris de voir des personnes dire « Ah mince, je me suis fait pirater mon compte ». Parce que le mot de passe ou la validation de ce que j'ai saisi n'a pas été assez élevé pour pouvoir protéger. Bien sûr, si vous utilisez un port SSH, donc 443, ou une clé de certification, un certificat, eh bien, il faut penser à les mettre à jour. Il faut penser à valider. Et pas dire « Super, j'ai mon certificat, je suis tranquille pendant 1 an ». Et si vous ne mettez pas les contrôles, les tests qui correspondent en disant « Est-ce que mon certificat est toujours là? Est-ce que j'ai mon client qui est valide? Est-ce que différentes informations, beaucoup de if », eh bien, vous avez un risque de vous faire voler vos données. C'est tout ça. Donc, votre projet web. Bien entendu, lorsqu'on parle de projet web, eh bien, on pense application métier. Parce que c'est ça le but premier, c'est de faire de l'argent. Et l'argent, c'est important. Donc, on va se connecter en SSO, parce que le client est important. On va se connecter en LDAP, ou différents modes d'authentification. Et là aussi, on va se retrouver avec des failles d'injection. D'injection différentes de ce qu'on a déjà pu parler. Parce qu'on va pouvoir contourner. Mais lorsqu'on va se connecter en LDAP, en SSO, différents modes de serveurs, de services, eh bien, vous allez pouvoir exécuter du code. Et là, récupérer beaucoup plus d'informations si les protections n'ont pas été mises en place. Vos protections. Pour cela, on va pouvoir effectuer un formulaire, une connexion LDAP, et puis bien entendu, il faut encapsuler. Il faut protéger tout cela. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure d'architecture de web service. Là aussi, pareil, il faut penser à mettre différentes clés, différents algorithmes, des clés de hachage. Les clés de hachage sont importantes, ce qui permet de pouvoir alterner les clés et de pouvoir les encoder. Tout ceci va permettre de sécuriser les communications avec les différents services que vous allez solliciter. Bon, je vous rassure, je ferai passer les slides après, ou sinon vous pourrez regarder la vidéo, bien entendu. En résumé, on a vu une petite liste de top 10. Certaines ont été répétées. Eh bien, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Ce tableau, comme vous pouvez le voir, eh bien, va englober les 10 failles de sécurité de OWASP 2017, parce que c'est actuel. Et puis, vous les avez dans le serveur, dans la base de données, dans le langage, comme ceci. Lorsque vous avez le rapport OWASP, que je vous ai mis en URL, eh bien, vous allez pouvoir directement dire « Ah, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir, si je veux m'attaquer sur le A6, eh bien, je sais où ça va toucher dans mon code ou dans mon projet. » Toutefois, on pense aussi que le web ne se limite pas qu'à une application web. Ça peut se limiter aussi à une application moderne. Application moderne qui existe déjà depuis quelques temps, mais l'application moderne, c'est cette partie-là. Je vous rassure, je l'ai prévu juste après. C'est-à-dire que l'application moderne, eh bien, va s'orienter sur l'objet connecté. Votre smartphone est un objet connecté. C'est le premier. Au début, on ne pense pas que c'est un objet connecté. Internet des objets, mais si. Le cloud aussi. Donc, on reprend l'architecture de tout à l'heure, précédemment. On va lui dire, j'ai mon serveur avec des web services. Les web services vont envoyer des informations sur vos téléphones mobiles,
sur vos tablettes, sur des objets connectés. Tout ceci, tenez que ce sont des objets connectés, eh bien ça va générer des données. Pour cela, il faut bien entendu du cloud pour pouvoir avoir la capacité, l'architecture d'ingurgiter cette volumétrie de données et de traitement. Même que pour l'instant, on ne sait pas encore tout traiter, les logs, toutes les informations, mais ça, on y arrive. Et ces 3 points-là, ce sont, on va dire, une architecture qui est de plus en plus demandée, qui est moderne. Ce que vous allez faire dans quelques mois ou quelques années, eh bien, cette architecture va être envoyée comme si c'était une application courante. Bien entendu, des raisons de plus que de nouvelles portes d'entrée pour le pirate. La personne qui a de mauvaises intentions ne va pas se limiter qu'au serveur web. Il va détecter que, comme quoi, vous avez votre application, vos apps sur un Android, sur un Apple, sur d'autres. Eh bien, vous allez pouvoir... Ah, mince, il y a une application. Ah ben, c'est merveilleux, je vais pouvoir faire des opérations. Donc, ce sont des nouvelles portes d'entrée. Et ces nouvelles portes d'entrée, eh bien, il faut penser que... Heureusement, OWASP, c'est là, qui rappelle qu'ils ont sorti aussi des rapports. On ne va pas étudier l'ensemble des rapports, parce que ce n'est pas le but. Et puis, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais si vous faites du mobile, il existe un rapport lié à la sécurité du mobile avec l'ensemble des failles de sécurité. Le dernier rapport réalisé a été en 2016. Je crois qu'ils sont en train de refaire un d'autre, puisque c'est aussi, ça reste dans le cycle des 3 ans, donc non, enfin, c'est pour l'année prochaine, mais bon, tant qu'ils commencent à l'écrire. Donc ce sont des failles de sécurité qui peuvent sembler rigolotes, l'authentification non sécurisée, mais pourtant ce sont des vrais cas, hein, je vous rassure. Bien entendu, lorsqu'on parle de vue objet connecté, là aussi, il y a un rapport qui est en préparation, un top 10. Oui, parce qu'ils adorent tout ce qui est autour du top 10. Et tenez qu'on est de plus en plus autour du web. Donc ces rapports-là sont très utiles et très importants. C'est pour ça qu'au début de la conférence, je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous vouliez faire. Parce que, comme vous pouvez le voir, même que ça reste du web, mais chaque spécialité ou chaque projet que vous avez, vous allez être confronté avec un rapport spécifique. Au final, ben, c'est une petite révolution parce que même qu'au début, on ne se pensait pas trop à ce que la sécurité soit une pièce maîtresse d'un projet web ou d'une application, ben, en vérité, c'est qu'il faut bien connaître son ennemi. Pour connaître son ennemi, ben, par exemple, on prend la petite souris. La petite souris qui adore le morceau de gruyère. Mais il y a la tapette. La tapette qui est là pour l'attraper. Vous allez me dire, d'accord, mais la petite souris, elle est maligne. Comme vous pouvez le voir, elle fait mission impossible. Pour récupérer directement le morceau de gruyère. Pour ne pas se faire attraper. Et bien là aussi, la petite souris pourrait être une personne avec de mauvaises intentions. Ces mauvaises intentions pour récupérer le contenu de vos données. Ça, c'est votre projet web, votre application, votre cœur business. Et là, ici, la personne est là pour essayer de récupérer son contenu. Donc, c'est à vous d'anticiper, de vous protéger. Et pour cela, ben, il est important de penser utilisateur et non penser codeur ou personne qui a réalisé le projet. Si vous pensez à l'utilisateur en disant « Ah, mais ça, c'est bien, je vais faire ça, je vais penser comme ça, et ben, je vais pouvoir mettre les briques, les emplacements, de telle manière que ça soit sécurisé. Ce qui permettra d'avoir une certaine confiance et que les utilisateurs vont dire « Ah, ça c'est une bonne application », à les protéger, à les sécuriser, et je n'ai pas de risque. Donc je vais rester et je vais continuer à m'en servir. Cela dit, il y a quand même beaucoup de contraintes, parce que je vous ai quand même montré un ensemble de différents points. C'est lourd, il faut quand même le faire. C'est important, c'est pas ne le faites pas. Il existe quand même des outils qui sont là pour vous faciliter l'opération, les tâches, lorsque vous avez réalisé votre développement. Parce qu'au début, on fait la bonne pratique, les bonnes opérations. Et puis après, au bout de 6 mois, 1 an, des fois, on ne pense pas toujours à regarder ce qu'on a bien codé ou à réaliser les opérations. Donc, il existe des outils de logiciels qui sont proposés entre autres par OWASP ou d'autres organismes, qui sont là pour scanner, pour voir, vous dire « Attention, là, tu as oublié un point.
même pour les très bons, il ne faut pas l'oublier. Mais l'ensemble, ce sont quelques outils. En plus, OWASP, ce qu'ils ont proposé, ce sont des frameworks pour sécuriser votre architecture. Vous avez la possibilité de faire tout ce qui est autour du reporting, analyse de code. Tout ceci, dans différents langages, quelles que soient vos compétences, eh bien vous allez pouvoir l'installer, l'utiliser pour votre projet personnel ou professionnel, mais pas en dehors, je le répète. Donc, ce sont des ensembles d'outils qui sont quand même importants à garder près de soi. Bien entendu, ils ont sorti un petit rapport qu'on fera l'impasse, mais ce sont des contrôles qui permettent de pouvoir se rappeler de temps en temps, si vous le relisez, eh bien de dire « Ah, ça serait quand même bien de protéger mes données » ou de pouvoir valider le contenu, différentes choses. Donc tout ceci, ce sont quand même des contrôles importants. Mais ces 3 derniers slides, on pourrait faire une conférence spéciale rien que pour ça, si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, c'était principalement autour du projet web. Cela dit, je vous remercie pour cette écoute. Juste avant de passer aux questions, je vais juste vous passer 2 petites annonces. L'annonce numéro 1, c'est-à-dire que dans une semaine, il y a la DEFCON. La DEFCON qui va se dérouler à l'école 42, donc ici. C'est la semaine prochaine. J'ai eu la chance d'être sélectionné et donc je vais pouvoir intervenir aussi. Donc ça ne sera pas le même sujet qu'aujourd'hui, je vous rassure. On parlera de sécurité, mais sécurité côté ange et côté démon. Donc un titre évocateur peut-être, mais ça sera complètement différent d'aujourd'hui, je vous rassure. Donc pour vous dire, venez la semaine prochaine. En plus, c'est une demi-journée complète, une grosse demi-journée, donc avec tout plein de conférences intéressantes. L'autre événement que j'organise, donc au début j'ai parlé que j'étais membre des web extensions, enfin l'équipe de développement pour Mozilla, donc on organise un autre hackathon. Donc si vous avez envie de réaliser des extensions, améliorer, on va dire, votre navigateur, parce que les web extensions c'est ça, permettre d'améliorer votre navigateur, mais aussi qu'il soit compatible avec les autres navigateurs, Firefox, Chrome, Edge. Et donc, l'ensemble de ces extensions, eh bien, vous allez pouvoir, le vendredi 6, c'est pour, on va parler de thèmes. Donc, si vous avez envie d'habiller, de customiser graphiquement, ça sera possible. On va vous montrer comment, et même l'animer. Et aussi, on va pouvoir s'orienter sur les moteurs de recherche, logiquement. Et puis, le samedi, on va pouvoir coder. Donc, si vous avez des envies, eh bien, venez, on est là pour aussi vous aider à mettre le pied à l'étrier. Cela dit, je remercie aussi l'école 42 pour vous qui soyez là, tous ceux qui nous suivent à travers Internet ou à travers les podcasts. Donc, on remercie pour tout le monde. On va passer aux questions-réponses. Donc, déjà, un grand merci. Et après, est-ce que vous avez des questions ? On m'a dit de bien parler dans le micro. Et puis derrière, après, il y a une autre question. C'est sur le... Ah ok, d'accord. Bonjour. Je suis pas encore ultra calé dans le domaine, donc j'espère de pas dire n'importe quoi, mais j'ai remarqué que dans les attaques communes mobiles, il y avait du reverse engineering. Et par contre, ça n'a pas du tout été abordé côté web. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus du tout en web pour une certaine raison, ou on peut tout simplement pas le faire ? Alors, on peut le faire. Comme beaucoup de failles de sécurité, il y a eu, c'était il y a 3 ans, 6 ans, CRFF, enfin beaucoup de techniques. Donc le web évolue. Ces techniques qu'on trouve actuellement dans le mobile ont été présentes il y a 10 ans, 15 ans. Certaines ont disparu, parce qu'on va dire, elles sont encore présentes, mais elles restent, on va dire, marginales par rapport à l'ensemble de toutes les autres attaques. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que sinon ça serait pas le top 10, mais on serait plus une top 20, et ça serait vraiment trop long. Et juste du coup, qu'est-ce qui permet la présence, enfin qu'est-ce qui permet cette présence dans les apps mobiles comparées au web
Il est difficile de dire pourquoi cette faille est revenue, pourquoi cette faille est présente. Là, comme ça, il y a des outils qui permettent d'analyser. Après, côté personne qui a plus ou moins de mauvaises intentions, il est difficile de dire quelle est la tendance. Ils sont toujours à la recherche de prendre du vieux pour le mettre au nouveau. Quand une nouvelle technique apparaît, quand une nouvelle faille apparaît, ben on va prendre les anciennes failles, enfin les anciennes opérations, et puis on va les associer. C'est comme ça que souvent on peut retrouver des virus, des tronjans ou des chevals de Troie avec des vieilles techniques qui sont considérées comme mortes. Parce qu'on sait les cloisonner, elles sont protégées, etc. Manque de pont, elles sont de nouveau encapsulées dans une nouvelle technique et cette nouvelle technique va l'embarquer. Donc au lieu de faire un seul dégât, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc dire quel est le courant, c'est difficile à dire. Derrière vous, il y avait une question. Bonjour, en fait 2 questions. Ça concerne les outils dont vous parlez, le framework OWASP. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est des outils qui sont onéreux? Et la deuxième, c'est de savoir, je voulais savoir votre opinion à propos des bases de données NoSQL, qui sont a priori encore moins sécurisées que MySQL et autres. Alors donc, tout ce que j'ai pu parler au niveau outils, logiciels, c'est open source, donc sous licence libre, c'est gratuit. Ce sont des contributeurs, donc, puisque derrière c'est une fondation. L'open source, moi c'est un de mes cœurs d'activité, donc j'utilise, je contribue, je développe pour améliorer ces outils gratuitement. Bien entendu, certains de ces outils sont utilisés dans le cadre professionnel. Donc ce sont des outils qu'on est là pour patcher, pour s'en servir, parce qu'ils sont quand même importants, ils sont quand même utiles. Ces outils, bien entendu, on n'est pas obligé de les reverser à la communauté, mais quand on les reverse, ça fait toujours un plus, parce qu'on contribue à maintenir l'écosystème. OWASP, c'est la même logique. OWASP, c'est une fondation. Ils sont là pour proposer des outils. Bien entendu, après, ils ont des services payants, différentes choses. Mais tout ce qui est listé, tous les outils que j'ai pu parler, framework, livre blanc, tout ceci, c'est gratuit. Donc, vous pouvez les télécharger, le lire, le partager, comme vous voulez, le retravailler. Beaucoup sont en anglais, mais voilà, c'est gratuit. Concernant l'autre question, la base de données, donc les bases de données SQL ou NoSQL, le SQL est un peu plus ancien, enfin quoique c'est à peu près la même période. Le NoSQL, c'est du fichier à plat. Donc oui, il y a une certaine tendance en disant que le fichier à plat n'est pas sécurisé parce que c'est un fichier à plat, ils sont là pour lire, on va dire, de la volumétrie de données. Dire que c'est moins sécurisé qu'une attaque SQL, c'est pareil. Parce que lorsqu'on a des comptes utilisateurs qui sont dans une base de données relationnelle ou dans les comptes utilisateurs qui sont dans une base de données NoSQL, les techniques, s'il n'y a pas les pare-feux, les barrières, les analyses de code de tout ce qui est entré, enfin toutes les valeurs entrantes, eh bien votre base de données n'est pas protégée. L'architecture, bien entendu, est visible en NoSQL, mais pour y accéder, il faut quand même pouvoir passer la partie barrière du navigateur, passer la barrière du serveur. Lorsqu'on est dans le serveur, après, trouver où se trouve l'emplacement, etc. Le SQL, ça sera la même chose. Donc dire que le NoSQL est moins sécurisé que le SQL, oui, mais si vous mettez les bonnes pratiques, enfin les bonnes barrières, votre base de données NoSQL sera quand même sécurisée. Parce qu'elle sera cloisonnée, elle n'ira pas à l'extérieur. Oui, alors attendez, il faudrait... Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, si jamais on venait à monter une agence de cybersécurité, est-ce qu'il y a des certifications qui sont reconnues sur le marché et qui attestent que oui, on sait maîtriser, on sait répondre, enfin, on sait prévenir la plupart des attaques récentes, voire toutes, je sais pas. Et quel type de certification vous recommandez qu'on essaye d'obtenir? Alors, tout ce qui est analyse, attaque,
Tout ça est regroupé par, entre autres, du bug bounty. C'est une grande famille, c'est un grand mot, on va dire, un mot assez récent, puisque ce sont des grandes compagnies qui mandatent ou qui lancent des appels à sollicitation avec de l'argent, plus ou moins importante, où il y a des plateformes de marché qui existent. En France, il y en a plusieurs, dont une qui va parler la semaine prochaine, à la DEFCON. Donc je tairai le nom. Mais ces plateformes-là, donc le bug bounty, étant donné que ça c'est jeune, il n'y a absolument aucune règle ou normalisation de dire ah, je vais être certifié, enfin je vais avoir un certificat là-dessus, sur ce bug bounty. Là par contre, ce qu'il faut faire attention avec le bug bounty, c'est qu'il y a des plateformes qui sont reconnues, il y a une traçabilité puisqu'on parle d'argent pour détecter. Et lorsqu'on se crée une société en mettant expert sécurité ou on se positionne pour faire de l'analyse de sécurité, il en existe, elles sont identifiées, mais ils n'ont pas de diplôme. Elles ont été identifiées parce qu'elles elles ont fait du démarchage, elles sont connues du milieu de la protection, ils se sont déplacées. Ils ont participé à ces plateformes de bug bounty pour dire voilà, j'ai participé, j'ai contribué. Mozilla, ou tout dernièrement, qu'est-ce que j'ai pu voir, je ne sais plus. Il y a des sociétés qui ont lancé des levées de fonds en disant voilà, j'ai sorti une nouvelle application, je mets tant d'argent comme récompense et n'importe qui peut participer à contribuer pour essayer de déceler une faille de sécurité. Si la faille est reconnue, identifiée et classée comme critique, la somme sera beaucoup plus importante que si c'est une faille de sécurité mineure. Donc en niveau faille moderne de sécurité, c'est tellement très récent que il n'y a pas vraiment... Il y a des écoles qui le font, mais ce sont à ma connaissance, ce ne sont pas des diplômes d'État, mais il existe des écoles. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh bien, je vous remercie pour cette écoute. Bien entendu, je reste là encore un petit peu, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas voulu poser. Merci à vous.